Quoi? Le sujet du nouvel épisode. Le sujet du nouvel épisode? Aucune idée. Allô? Mais Cantange, est-ce bien là ce freluquet de Tintin? Non, pas du tout. Mais je sais que c'est toi, gamin. Vous pensiez que ce bon vieux Rastapopoulos avait disparu depuis l'Indonésie? Il veut sa vengeance. Prépare-toi, gamin. Je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Vous vous trompez, je suis... Hé, vous êtes sur le point de regarder le deuxième épisode d'Otherside, la chronique qui vous parle de l'autre côté des univers que vous aimez et que vous connaissez. Et cette fois, on tape dans le connu et le reconnu, un univers que vous connaissez sûrement déjà, mais qu'on va creuser un peu, car son ampleur est bien plus large que beaucoup peuvent le soupçonner. Et l'heureux élu est... Tintin! Même pour les plus jeunes, ce héros n'est pas un inconnu. Son auteur, Hergé, en a quand même fait 24 tomes pour au moins 210 millions de ventes dans le monde. Classique parmi les classiques, l'histoire de Tintin est une série d'aventures au très vaste sujet. En effet, plus que les autres bandes dessinées, les aventures de Tintin et Milou sont profondément ancrées dans leur époque, autant dans l'histoire d'Hergé lui-même que dans l'histoire de la société. L'auteur fait voyager son héros au gré de ses périples et de ses découvertes. À tel point que mon prof d'histoire géo illustrait ses cours avec. Je ne vais pas vous faire tous les albums parus, il y en a trop, et le plus simple pour que vous vous fassiez une idée, c'est encore de les lire. Néanmoins, on notera que Tintin est allé sur la Lune avant que Spoutnik nous bipe les oreilles. Belle preuve d'avant-gardisme de la part d'Hergé, qui nous prouve tout au long de ses publications un souci de cohérence que peu d'auteurs tiendront en tant d'albums. Nous allons en rester là pour les albums, car tout a déjà été dit ailleurs. Wikipédia et des centaines de bouquins les ont décortiqués, nous en savons tout, ou presque. Je préfère m'attaquer à ce qui fait le caractère cross-média de l'univers de Tintin, ses adaptations. De loin, on peut s'imaginer que Tintin a été tourné à toutes les sauces, que ses aventures se déroulent sur des dizaines de supports avec des milliers de personnages. La première adaptation est la série de 1962, dont le projet fut démarré en 59. La série se déroule en 9 longs épisodes qui reprennent à leur sauce les histoires des albums. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. La production est effectuée par Belle Vision, une boîte belge qui fera beaucoup d'autres projets et s'entrera Bruxelles comme une ville de l'animation télévisée, mais qui n'hésitera pas à passer à côté du droit d'auteur malgré ses licences. La série de 62 fait partie de mes souvenirs d'enfance, mais il n'y plane pas une belle image de Tintin. Les changements scénaristiques ne sont pas souvent justifiables, et les blagues sont lourdes. Un bon point quand même, Roger Carrel fait la voix de Milou, et quelquefois celle des Dupont. Bon, passons à la série de 92. Et là, c'est du lourd. 100 millions de francs, 12 000 dessins par épisode. Cette série a énorme budget, celle qui reste dans les mémoires de tous les enfants qui l'ont vue à la télévision. Elle a été diffusée dans 50 pays sur tous les continents. Graphiquement, c'est du haut niveau. L'animation est nickel et très fluide. Fortement inspirée des planches d'Hergé, la photographie est très fidèle à l'œuvre originale. Vous voulez faire découvrir Tintin à ceux qui n'aiment pas lire? Foncez, c'est le support idéal. Presque tous les épisodes sont traités, presque tous les personnages s'y trouvent. Faites-vous plaisir. Mais il y a un mais, quand je dis presque, c'est qu'il manque en effet les 2 premiers tomes de la série. Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo ont été jugés trop incorrects face aux mœurs de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Tintin reste un héros violent à bien des égards. Il se bat, reçoit des coups, il y a des armes à feu et tout plein d'autres trucs qui n'existent pas à la télévision. Alors on ne fait plus voir les personnages, ni fumer d'ailleurs. On amortit les coups sur la tête et on change les noirs de coq en stock par des arabes. 1000 milliards de mille sabords. Oui, vous avez bien entendu, c'est là le point le plus dommageable de la série. L'univers de Tintin est à prendre avec pédagogie, avec son lot de colonisation, de blocs est-ouest, d'alcoolisme et des autres dérives humaines. C'est là le fait d'Hergé, son auteur, à cause de sa culture et de sa façon de penser. Étudier l'homme et son éducation pour comprendre, montrer aux autres ce qu'est le racisme dans Tintin, c'est à mon support pour commencer. Mais là, nous sommes dans une série animée présentée à la télévision. Et plutôt que de dire « oui, le racisme existe », Bah c'est simple, on l'enlève, y'a pas de noir, y'a pas de racisme. les Indiens d'Amérique du deuxième album sont totalement absents de l'épisode consacré à ce tome. Petite précision, hein, ils font la couverture.
Ce point éclairci, revenons sur la série d'avant, car le dernier épisode en est un qui restera dans les annales. Je vous préviens tout de suite, l'animation pique les yeux, les doublages sont tremblants et les couleurs datent. Oui, ça fait mal. Tintin et le lac aux requins est pourtant le seul film d'animation avec un scénario original, et qui n'est pas d'Hergé. Il est aussi d'abord sorti au cinéma avant d'être adapté en BD, avec les images du film. Ça vaut pas un Hergé, mais le scénario reste dans sa lignée. Nous y retrouvons des caméos bien cachés comme ce Caridas qui attend à l'aéroport, présent pour la continuité de l'univers. Pour une fois, on ne nous resserre pas du Tintin à la sauce réchauffée par les mœurs, mais du neuf, et en chanson. Notons d'ailleurs la présence d'une imprimante 3D inventée par le professeur Tournesol alors que nous sommes en 1972. Bon, au final, ce film restera un ovni parmi tout ce qui a été fait. Une autre création plus anecdotique dans le milieu de l'animation est Tintin et la SGM, un court-métrage promotionnel pour la Société Générale des Mines, une multinationale de l'époque. Oui, c'est une vieille prostitution de l'œuvre animée en 1970. Rien de bien folichon, mais ces 3 minutes vous rappelleront quelques publicités actuelles. Notez bien le ton. Ah ah, Tintin, c'est le pire univers pour les enfants. Quoi? Fais pas genre que tu sais pas. Pardon? C'est qui ce type-là? Même le mot Tintin, c'est un mot qui veut dire rien du tout à la base. Mais attends, Et il a quel âge? 10 ans? Et c'est qui ce gosse? Et les Dupont? Interpol? À niveau crédibilité, on repassera. Journaliste? Genre, il écrit quand? Qui y croit avec un charisme d'huître en plein soleil? Putain de trauma. Putain. RG, si je te trouve, je t'assure, je brûle tous tes albums. Un peu de respect pour les morts, rustre. Tintin n'a pour identité que ses actes et pas de passé. Toutes ses valeurs morales ne sont que des faits et les faits sont là. Il ne boit pas, il ne fume pas, il n'aime pas la violence, le sang et les armes. Il ne se bat que pour se défendre, il soutient la science et l'érudition et il va sauver ses amis jusqu'à l'autre bout du monde. Vous étonnez pas que vos parents veuillent que vous lui ressemblez, mais c'est à eux qu'il faut vous en prendre. Non, mais t'as vu, y a plein de vieux qui sont fans de lui. Ça a complètement tué notre génération. Oui, mais ces vieux, comme tu dis, ont vécu lorsqu'Hergé était encore en vie. Ils ont suivi la publication des albums une par une, comme toi et tes mangas. Tu peux pas dire ça, ça les a vraiment fait vibrer. Ah, mais Tintin, c'est pas si vieux que ça. Tintin a été créé en 1929. Sa dernière aventure, Tintin et l'Alpharte, s'est interrompue en 1983 avec la mort de l'auteur. La dernière case qu'il nous laisse, c'est un Tintin capturé qui attend sa sentence. Le méchant cherche à le couler dans du plexiglas pour en faire une œuvre qu'il appellerait Reporter. La lecture de ce dernier album laisse un drôle de sentiment dans la bouche. Que lui arrivera-t-il? Hergé le savait-il lui-même? 1929? 1983? Mais Tintin, c'est vieux. Regardez le film de Spielberg. Et y a de l'action partout. On dirait Assassin's Creed avec des bouts d'albums. Le crabe aux pinces d'or, la Castafiore, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge. C'est comme ça que ça devrait être, Tintin. Les 2 prochains films vont être géniaux. Non, franchement, Steven s'est vraiment donné du mal pour faire un Tintin à l'américaine. Il a même pas pu prendre de vrais acteurs tellement les personnages sont difficiles à interpréter. Mouhaha, que tu crois? Il a surtout voulu être au plus près de l'œuvre. Mais laisse-moi te sortir 2 petits films, 2 petits oubliés, du Tintin à la franco-belge. Niais? Nous sommes en 1960, en été sur une plage belge, quand soudain, Chantal van Melkbeek, la fille d'un ami d'Hergé, repère un jeune moniteur de sport blond et athlétique, Jean-Pierre Talbot. Le jeune homme connaît bien l'univers de Tintin et sera présenté à Hergé avec qui il sympathisera. Il ne faudra pas attendre plus d'1 an pour que ne sorte le premier film avec acteur réel des aventures de Tintin. Jean-Pierre Talbot a alors 18 ans et il insistera pour faire toutes les scènes d'action. Ce premier film s'appelle Tintin et le mystère de la toison d'or. À ce jeune acteur, au diapason avec son personnage, le réalisateur, Jean-Jacques Vierne, associera l'excellent George Wilson pour faire le capitaine Haddock. Qu'est-ce qu'il me veut, ce bâchi bonjour? Déjà énormément reconnu, il recevra 4 Molières et un César durant sa carrière. On ajoutera 2 guests que sont Charles Vanel et Dario Moreno, un chanteur turc francophone qui a eu un franc succès à cette époque. On notera aussi les performances des acteurs incognito qui ont joué Dupont et Dupont. Ce premier film est une franche réussite comparé à la plupart des animations de Tintin. Le scénario original reprend fidèlement le style de la bande dessinée. On y retrouve un humour savamment dosé et les personnages sont joués à merveille. Mais le budget est succinct et le film a un peu vieilli. Malgré tout, il a fait ses 3 600 000 entrées en France, ce qui est très louable. Regardez-le avec un peu de recul. Les paysages, les costumes, les musiques, laissez-vous porter par lui. Mais t'as fini de le brosser? Non, car il y a un 2e film sorti en 1964, Tintin et les Oranges Bleues. On a gardé Jean-Pierre Talbot pour Tintin, mais presque tout le reste du casting a changé. C'est désormais Jean Bouise, autre acteur qui jouera plus tard dans plusieurs films de Luc Besson qui incarne le capitaine Haddock, et Félix Fernandez, un acteur espagnol extrêmement prolifique qui est Trifon Tournesol.
Mais cette version est beaucoup plus une tentative de surfer sur la vague que le premier film. Le casting est plus bancal et le scénario plus gaguesque. Toute la maturité et la réflexion du premier film n'y est pas entièrement retrouvée. Bref, si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. Mais si vous avez l'occasion, pizza party et poilez-vous à plusieurs. Et les jeux? Les jeux. Mais si, souviens-toi, ces jeux, ils étaient impossibles, ils ont pourri ton enfance. Ah oui. Eh ben je vais te faire une confidence, je n'y ai jamais joué. Et comme je ne les ai pas, ben je ne peux pas vraiment en parler. Mais je connais quelqu'un qui, lui, les a bien décortiqués. On l'appelle Monsieur Mea. C'est un grand bonhomme très sympathique qui sait de quoi il parle. Et je vous mets les liens de ses vidéos dans la description. Et pour ce qui concerne le jeu sur le film de Spielberg, je vous laisse vous faire votre avis entre amis. Mais n'attendez pas un miracle non plus. Non mais à t'écouter, Tintin, c'est plus que pour des soirées bières entre potes. Et tu présentes ça dans Other Side? Excellente question. Pourquoi Tintin? Pourquoi tout le monde connaît Tintin? Je te répondrai par une autre question. Pourquoi tant de personnes s'y sont repenchées? Pourquoi tant de livres allant de la psychologie aux beaux-arts sont consacrés à cet univers? Pourquoi? Mais les regarde pas comme ça, réponds! Deux réponses. Tintin est la première bande dessinée qui aura autant d'ampleur dans ce monde franco-belge. Des générations entières ont commencé à lire la bande dessinée avec lui. Son impact culturel est immense. L'extrême cohérence de cet univers créé par un seul homme fascine et intrigue. Ne passez pas à côté d'une occasion de découvrir les idées qui l'ont façonné. C'est très constructif. Seconde réponse? Technique. La bande dessinée existait déjà avant Tintin. Mais c'est lui qui a posé les bases de la bande dessinée moderne franco-belge. Le studio d'Hergé a fait preuve de beaucoup d'imagination et de précision dans son travail sur Tintin, et vous ne pouvez pas l'ignorer si vous voulez creuser ce monde si vaste. Le dernier album inachevé, l'Alphart, est une mine d'or sur les étapes de construction d'une BD. C'est une chance incroyable de pouvoir se mettre un peu à la place de l'auteur. Mais nous nous voilons pas la face. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que Tintin est plus ou moins mort avec Hergé. Pourquoi? Simplement à cause de l'argent. Les ayants droit actuels de la série sont la société Moulinsart et le studio Hergé, géré par la dernière femme d'Hergé et son nouveau mari. Et tout ce joli monde respecte au pied de la lettre les dernières paroles du dessinateur au sujet de l'œuvre. Exactement comme Flaubert disait. Madame Bovary, c'est moi. Tintin, c'est moi. Et ils le font même avec zèle, puisqu'ils attaquent les plus tintinophiles des fans, et même quelques amis d'Hergé. Il faut dire que ça rapporte 16,5 millions d'euros en 2006, et sûrement un peu plus aujourd'hui. On comprend alors pourquoi les dérivés sont si chers, et pourquoi la licence ne se décline presque plus maintenant. Des artistes ayant voulu rendre Tintin différent y ont subi un sacré coup de marteau. Mais que faire alors? Que faire pour que nous, public, puissions réellement s'approprier Tintin? Comment ouvrir ce monde si porteur de valeurs? Nous critiquons l'univers de Tintin car comme toute œuvre, il est critiquable. Mais au lieu de rester là, allons plus loin. Reconstruisons-le, montrons au monde ce qui peut être amélioré chez Tintin, ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Et testons voir jusqu'où il peut aller. Malgré ce que croient les ayants droit, Tintin n'est pas éternel, et encore moins intouchable. En 2054, le 1er janvier, il tombera dans le domaine public. Il sera alors un immense cadeau à l'humanité. Other Side épisode 2 est terminé. Je vous remercie chaleureusement pour les encouragements que vous nous avez donnés. Cette chronique est désormais une série, grâce à vous. A l'instar du premier épisode, tout n'a pu être dit en si peu de temps. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à partager notre vidéo. Et bon vent, mille sabords! Vous n'êtes pas Tintin, pourquoi vous m'avez frappé? Justement, pourquoi? Mais laissez-moi vous répondre par une autre question. Comment cela se passe?